plus de mensonges ni de promesses en l'air. Pour Chambéry, la direction est claire, l'avenir sera populaire. Eh bien, bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça me fait très plaisir de vous avoir ici. Avant de commencer, déjà très rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter Soraya, on commence par toi. Alors, je m'appelle Soraya, j'ai 44 ans. J'ai le droit de dire mon âge ? Tu peux, oui. C'est une question qu'on peut pas poser par contre. Non, bah oui. Je suis maman, j'ai 3 enfants et mariée. Et je suis enseignante en économie-gestion. Depuis peu, parce que précédemment, en fait, j'étais comptable et puis en entreprise. Voilà. Ok, très bien. Et toi, Gaël ? Gaël Desremeaux, 39 ans, ancien attaché parlementaire du député Jean-François Coulombe, donc député de la Savoie. Ancien chef d'entreprise, donc j'avais ma petite entreprise d'artisanat. Ancien scientifique, baroudeur de la France, où j'ai fait 7 ou 8 villes avant de jeter mon cœur et mes valises à Chambéry, que j'ai décidé de choisir à la fois comme ville d'engagement et ville de cœur depuis de nombreuses années. Ok, trop bien. Et donc, vous êtes là tous les deux pour représenter la liste Avenir Populaire. On va parler un petit peu, discuter un petit peu du programme notamment, mais avant, j'aimerais bien qu'on vous situe un petit peu dans le politique, dans le paysage politique chambérien. Et pour commencer, si je me mets dans la peau d'un électeur qui suit pas trop les municipales, qui suit pas trop ce qui se passe, etc., je me dis, en fait, la gauche est déjà aux affaires. Qu'est-ce que vous proposez de différent par rapport à ce qui se passe actuellement ? Alors, la gauche aux affaires, moi je l'ai connue en travaillant pour le député. La première fois où je me suis rendu compte que ce n'était pas la gauche aux affaires, c'est tout simplement quand le maire a commencé à appeler à voter Macron au premier tour de la présidentielle. Alors, c'était le cas 2 fois. Et puis, une deuxième fois, je dirais de façon un peu moins politique, quand il a décidé de vouloir privatiser 2 maisons de l'autonomie, c'est-à-dire 2 EHPAD non hospitaliers sur Chambéry, qui étaient gérés par le CCAS, c'est-à-dire par la ville. Et 2 ans après l'affaire Orpea, donc c'est-à-dire la maltraitance sur les personnes âgées en EHPAD, l'énorme scandale qu'il y a eu, je sais pas pour vous, mais moi, j'appelle pas ça être de gauche, de vouloir s'en prendre aux plus faibles de la société, juste pour des raisons d'argent. D'accord. Et vous, vos propositions, par rapport à ce que lui a pu faire, elles s'inscrivent dans quelle direction ? Il a passé son mandat à donner des entreprises, donner des services publics directement au privé. C'est-à-dire qu'il a décidé de confier le réseau de transport au privé, il a décidé de confier la cantine au privé, il a décidé de confier le réseau de chaleur au privé, et il a décidé de confier les parkings au privé. En fait, il a décidé de tout confier au privé. Tout ce qu'il pouvait confier. C'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des parkings qui sont hors de prix. Pourquoi est-ce que le chauffage urbain a augmenté de 34% ses tarifs. Pourquoi est-ce qu'on a un réseau de bus qui devrait être beaucoup plus développé qu'il n'est pas. Et pour reprendre directement le réseau de bus, selon les propres chiffres qui ont été faits par l'agglomération, le passer à nouveau en régie publique nous permettrait d'économiser 900 000 euros. Oui, puis il y a ça, et puis il y a cet aspect démocratie, qu'on a totalement perdu avec l'équipe de Repentin, que même à l'époque d'Antin, il avait un peu plus, utilisait plus le système démocratique et venait, en tout cas dans les quartiers, dans les différents quartiers de Chambéry pour poser des questions. Et ça, on l'a totalement perdu. Et ce qui est en fait pas une politique de gauche en soi, parce que justement, on construit avec les gens, on ne construit pas sans eux. Par exemple, moi je prends l'exemple de l'imperméabilisation des écoles. En soi, c'est une bonne idée, mais sauf que par exemple, dans le quartier où j'habite, la priorité c'est peut-être l'isolation, de refaire des peintures qui datent de mon époque. C'est-à-dire que quand vous allez à l'école du Biolay par exemple, la peinture, en fait, c'est celle que je connaissais quand j'avais 10 ans là-bas. Je vous ai dit mon âge, donc vous faites le calcul. Il y a des priorités et ça il n'a pas su le faire et effectivement pour moi en tout cas c'était pas une politique de gauche, parce qu'une politique de gauche elle répond en fait aux habitants, aux demandes des habitants, et surtout elle répond avec eux et pas sans eux. Voilà.
On verra plus tard effectivement que l'aspect démocratique et démocratie locale, c'est quelque chose qui est très central dans votre programme. Oui. Il y a une autre liste à gauche, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Chambéry vraiment à gauche, composée de Cap à gauche et du NPA, qui partent, il me semble, de leur côté. C'est quoi la différence entre vos propositions ? Qu'est-ce qui permettrait à un électeur qui ne connaît pas forcément bien le paysage de la gauche de faire le distinguo entre vos deux listes ? C'est déjà une logique d'approche. Chambéry vraiment à gauche a prévu d'être dans l'opposition, n'a pas prévu de gagner, ce qui leur permet de faire des propositions directement d'un point de vue programmatique, qui ne sont pas obligatoirement chiffrées, qui souhaitent mettre en avant dans le débat public. Nous, de notre côté, on veut vraiment faire une démarche d'honnêteté, c'est-à-dire que tout ce qu'on propose, on va être certain de le mettre en place. Voilà, donc c'est surtout sur ce point-là sur lequel on a une différence majeure, parce que techniquement, ceux qui proposent d'un point de vue, je dirais, d'idées, pour la plupart, on trouve ça très bien. C'est juste que je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'ils réussiront à le mettre en place. Voilà. Et vu qu'ils n'ont pas prévu de gagner, je pense que ça ne leur pose pas de problème non plus. Après, c'est vrai que c'est des personnes avec qui on milite. On est souvent ensemble lors des manifestations antigénocidaires qui se passent actuellement, notamment en Israël, mais aussi au Soudan, au Liban, enfin tous ces pays en fait en guerre. On est tout le temps dans ces causes-là. Moi, je me souviens aussi qu'on était allé aussi manifester pour la gratuité des bus, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui porte. Et c'est aussi, même si on est d'accord sur la gratuité des bus, parce que la mobilité en fait, des Chambériens est hyper importante, notamment pour nos petits commerces, il n'empêche qu'on ne peut pas l'annoncer comme ça, en disant on va vous donner la possibilité d'avoir des bus gratuits sans avoir chiffré, et sans se dire, voilà, on va mettre des bus gratuits, mais qu'est-ce qu'on va perdre à côté ? Et voilà, donc c'est ces petites discussions qui font que quelquefois, on n'est pas totalement ensemble, et c'est pour ça, et puis de toute manière, on n'est pas un bloc monolithique, donc en fonction, les gens choisiront. Bien sûr. Sur l'élaboration du programme, cette liste, elle regroupe deux entités que sont la France Insoumise et Chambéry Avenir, que vous représentez respectivement. Comment est-ce que le programme il a été élaboré ? Je demande ça notamment parce que, vu de l'extérieur, les gens peuvent avoir un point de vue par rapport à LFI d'une organisation assez verticale. Est-ce qu'il y a eu des demandes particulières de la part du national pour le programme ? Est-ce que c'est élaboré d'abord par eux ou est-ce que c'est élaboré en concertation locale ? Comment est-ce que vous avez fonctionné pour élaborer ça ? Alors je dirais un peu des trois. Le national avait quelques consignes à donner pour que la liste soit considérée et puisse être soutenue par la France Insoumise. En l'occurrence, la gratuité directement des cantines était une obligation, ainsi que des engagements, c'est-à-dire des engagements pour que ce soit une commune antiraciste, pour que ce soit une commune contre les discriminations de genre par exemple, pour que ce soit une commune qui soit engagée contre la guerre internationale, pour que ce soit une commune pour que les services publics soient à nouveau gérés en régie publique, c'est-à-dire par la municipalité et pas donnés au privé. Voilà. Il y a un certain nombre d'engagements comme ça qui étaient des grands engagements que le national nous demandait, avec lequel de toute façon on était en accord, c'était pas un problème. Et ensuite, il y a eu un travail qui a été fait au niveau local, à la fois à partir d'une base qui vient soit des idées politiques qu'on défend déjà depuis des années au niveau national, soit d'idées qui nous ont été amenées à travers des auditions. On a auditionné massivement des associations, des citoyens, des syndicats, pour voir ce qui dysfonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait bien, parce qu'après tout il y a des choses qui fonctionnent très bien à Chambéry, et voir qu'est-ce qu'on pouvait modifier, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, pour pouvoir petit à petit créer un programme. On avait déjà les grands axes de ce qu'on voulait faire, voilà, mais il y a eu vraiment ce travail horizontal, travail qu'on a fait conjointement avec Chambéry Avenir, qui, de par sa connaissance très fine des quartiers, de par le fait de vivre dans la ville depuis aussi longtemps, d'être installé dedans, d'être dans un endroit en lutte, qui ont pu énormément enrichir notre vision. Non, c'est vrai que Chambéry Avenir aussi a apporté sa part, comme l'a dit Gaëlle, sa part de richesse dans le programme, avec aussi nos envies et puis des luttes aussi qu'on mène depuis plusieurs années. Et voilà, et c'est hyper important en tout cas qu'elle se retrouve dans le programme
de façon à ce qu'on puisse enfin y aboutir. Par exemple, je pense au cimetière en fait, un cimetière global en fait, pour toute l'agglomération chambérienne. C'est un projet qu'on s'était battu avec Chambéry Avenir pour qu'il se mette en place. On était allé voir Monsieur Gamin à l'époque et Monsieur Repentin. Monsieur Repentin nous avait dit que c'était Monsieur Gamin et Monsieur Gamin nous avait dit que c'était Monsieur Repentin. Et aujourd'hui, en fait, Monsieur Repentin a pris la place de Monsieur Gamin et puis finalement, Monsieur Repentin n'entend plus rien. Et il ne dit plus rien. Donc c'est vrai qu'on se dit finalement, pour que les choses changent et bougent, il faut prendre leur place parce que eux, ils me fatiguent. Je comprends. Ils parlent beaucoup, ils agissent peu. J'ai une dernière petite question avant qu'on rentre dans le dur. Comment a été choisie la tête de liste ? C'est toi, Gaël, qui s'y colle. Qu'est-ce qui a fait que c'est toi qui t'es retrouvé à cette position ? Alors, l'insistance de pas mal de militants, parce qu'au début, je n'étais pas très intéressé par l'idée. Mais on en a discuté démocratiquement au sein de la France Insoumise. On a voté, on a cherché des candidats directement. La France Insoumise a décidé de mettre en avant comme personne en termes de tête de liste moi-même. Et en parallèle, on a demandé à Chambéry Avenir qui ont travaillé si eux-mêmes avaient une tête de liste qu'ils voulaient mettre en avant pour qu'on puisse en discuter plus avant. Parce qu'on était prêt à leur donner la tête de liste possiblement, c'est des discussions qu'on avait ensemble. Et de leur côté, ils n'ont pas voulu mettre de tête de liste en avant directement, donc on a décidé que la tête de liste allait revenir donc, à la France Insoumise et que la place de numéro 2 et de numéro 3 reviendrait à Chambéry Avenir, puisque on est une alliance que j'estime respectueuse, donc il est normal que les deux forces politiques soient bien représentées. Et puis de toute manière, si on remet à plat les compétences de chacun, sincèrement, Gaël a une compétence... notamment en tant qu'attaché parlementaire auprès de Jean-François Coulombe, il connaît en tout cas les dossiers de la ville. Comme l'a dit Gaël au départ, on part pour gagner, c'est-à-dire que quand on veut arriver à la mairie, on veut quand même que les personnes qui puissent travailler puissent tout de suite en tout cas engager des actions sur les dossiers et voilà. Et donc on essaye de construire en tout cas une liste qui soit cohérente et voilà, on n'est pas là pour détruire Chambéry, donc on veut en tout cas des personnes qui soient capables en tout cas de diriger, de représenter en fait les Chambériens. Et Gaël en tout cas, Chambéry Avenir a voté aussi pour qu'il soit ça, il y a aucun problème et on lui fait tout à fait confiance. Trop bien. Parlons du programme. On est là pour ça. Vous avez un programme qui est construit, qui est détaillé, qui est en constante évolution. J'ai vu qu'on continue de travailler dessus de façon presque quotidienne encore aujourd'hui en pleine campagne. Le point que vous mettez très souvent en avant, c'est la démocratie. Quelles sont vos propositions pour revitaliser cette démocratie locale ? Comment est-ce qu'on implique les citoyens là-dedans et qu'est-ce que vous avez en tête pour ce chapitre-là ? Déjà, on est parti d'un constat. Un constat qui est à la fois au niveau local mais au niveau national, qui est que depuis de nombreuses années, les gens ne croient plus, les politiques ne croient plus dans le pouvoir, de leurs paroles, de leurs promesses. Et à partir de ça, de ce constat qui malheureusement est très triste mais qui est assez juste, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à faire des promesses comme tout le monde en espérant que les gens vont nous croire directement, ou est-ce qu'on donne un pouvoir aux citoyens pour leur permettre de pouvoir tout simplement surveiller leurs élus, de pouvoir leur demander de rendre des comptes. Donc nous on s'est dit que pour que la démocratie soit vivante, il faut que si vous ne soyez pas d'accord, vous puissiez avoir la parole. Parce qu'après tout, c'est très facile quand on est d'accord avec la municipalité d'être écouté. C'est beaucoup plus compliqué quand on ne l'est pas. Donc la chose qui était pensée derrière, c'est à la fois le fait que le conseil municipal puisse être directement ouvert aux citoyens, donc un droit pétitionnaire pour qu'ils puissent venir débattre avec le conseil municipal, puis si jamais ce n'est pas écouté, ou si les gens veulent aller au-delà, un RIC local qui permet de prendre des décisions. Un RIC, pour les gens qui ne savent pas ? Alors c'est un référendum local, donc à partir en l'occurrence c'est 5% du corps électoral, vous allez pouvoir déclencher un référendum qui prendra une décision. Alors cette décision par exemple, ça peut être qu'un grand projet se fasse ou ne se fasse pas. Ça peut être directement de pouvoir revenir sur des décisions des élus. Voilà.
c'est vraiment un contre-pouvoir. Et imaginons qu'on soit vraiment des élus qui n'écoutent pas, on veut même aller au-delà avec la révocation des élus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez 10% du corps électoral qui souhaitent révoquer un élu, un référendum se lance à nouveau. Voilà. On part du principe que si on est des élus, on ne doit pas avoir peur de la population, on ne doit pas avoir peur du peuple, on ne doit pas être enfermé dans notre tour d'ivoire. Donc il faut donner le pouvoir à la population de pouvoir justement contrebalancer si jamais on n'est pas à la hauteur. C'est ça, et puis c'est hyper important parce que, je vous l'ai dit au début, je suis enseignante, et j'enseigne aussi le droit, et quand on parle un peu de démocratie, etc., j'ai souvent des élèves en face de moi qui me disent mais madame, en fait, le programme, est-ce que on parlait de président à ce moment-là, mais est-ce qu'il est obligé de le suivre ? Et en soi, si on regarde les programmes, en général, ils ne sont pas suivis. Donc en fait, c'est quand même un travail, le programme, là, ça fait plus d'une année qu'on travaille dessus, etc. Et puis finalement, vous arrivez, vous prenez la place, et puis vous faites ce que vous voulez. Mais non, en fait, les gens qui nous élisent, qui élisent en tout cas des représentants, on est là pour les représenter. Alors si votre programme, finalement, c'est juste un papier pour appâter les gens, moi je veux bien vous offrir 1 000 € à tous les Chambériens si vous êtes prêts à voter pour moi, sauf qu'en fait on ne le fera pas. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant sur la liste Avenir Populaire, c'est que là on propose vraiment quelque chose qui fera que peut-être que les gens qui disent ouais on vote pas parce qu'on n'y croit plus, se disent là effectivement ils seront quand même obligés de faire ce qu'ils ont dit, ou alors si on n'y arrive pas parce que le budget etc, on l'expliquera et ça sera toujours avec eux et pas contre eux ou sans eux, parce que c'est un peu le problème. Ouais, ça répond partiellement à ma question, c'était est-ce que vous n'avez pas peur du coup de l'exercice du pouvoir, parce que des fois on fait pas forcément ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Et quand on se retrouve à la réalité de ce qu'on est capable de faire une fois aux affaires, et tout simplement, il y a des mesures du programme qu'on ne peut pas mettre en place pour X ou Y raison. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous ne pensez pas risquer votre place si jamais vous avez une impopularité parce que vous n'arrivez pas à suivre votre programme, parce que vous serez en mesure de l'expliquer. Si à partir du moment où on ne fait pas quelque chose pour lequel on a été élu, on est capable de l'expliquer à la population, de la convaincre, que soit on a fait de notre mieux, soit qu'on a trouvé une meilleure idée, après tout c'est possible aussi, c'est pas un problème. Déjà, le principe de pouvoir être jugé par la population, c'est que justement, elle nous juge. Donc si on arrive à la convaincre que les décisions qu'on prend, la façon dont on gouverne est la bonne, il n'y aura aucun problème. Et puis une mairie, c'est le porte-monnaie des habitants de Chambéry. C'est-à-dire que si les Chambériens veulent absolument qu'une mesure se mette en place, on va leur dire, oui, peut-être que c'est impossible en tout cas à l'heure actuelle, mais est-ce que vous avez envie que votre ville s'endette, peut-être, pour mettre en place cette mesure ? Est-ce que vous avez envie de payer peut-être plus d'impôts, etc. ou peut-être de perdre certains services ? Donc c'est avec eux. Donc si par exemple, moi je veux absolument avoir les bus gratuits et que tous les Chambériens veulent avoir les bus gratuits, on leur dira, il n'y a pas de souci, on fera ça. Mais par contre, on ne pourra pas faire ça. Ou alors, proposez-nous des solutions. Parce que effectivement, on paye nos impôts, je paye la taxe foncière, on paye nos impôts, donc voilà. Et je pense en tout cas que les Chambériens, pour être une Chambérienne de naissance, sont assez conscients des possibilités que peut apporter un maire. Mais voilà, c'est tout en discutant, parce que les habitants, en fait, aujourd'hui ont besoin de parler. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, là, il y a une sorte de chemin de fer qui passe sous une copro. En soi, c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait, ça passe pas, on ne le voit pas, ça crée pas de poussière, etc. En fait, les habitants, c'est pas qu'ils sont contre le fait d'avoir fait ces choses-là. En fait, ils sont pas contents parce qu'on n'est pas venu, en fait, les concerter. Et c'est ça, en fait, le problème. Il y a eu un mépris de la part de la population, mais qui n'est pas que des habitants. Nous, on a beaucoup discuté avec les commerçants. Il y a des décisions qui sont prises directement, qui vont les impacter. Ils sont au courant de rien. Voilà. Et, tu penses aux travaux, par exemple ? Non, là, par exemple, au niveau des travaux. Alors, du côté des habitants, on a vu des rénovations qui ont été faites où il y a eu aucune concertation avec les gens qui vont avoir ces rénovations dans leurs appartements. On n'est pas venu discuter avec eux, leur expliquer comment ça allait se passer. Voilà, il y en a certains qui se sont rendus compte qu'ils n'auraient plus accès à leur garage pendant 6 mois.
parce que ils avaient posé directement les machines-outils devant et ainsi de suite. Et il y en avait certains qui se retrouvaient dans cette situation un peu absurde de se dire mais vous voulez pas la bouger parce qu'il faut que je sorte ma voiture en fait. Voilà, et on se retrouve sur des situations qui sont un peu ubuesques. On a la même chose avec des commerces où les gens sont arrivés le matin et ne pouvaient plus rentrer dans leur commerce. Alors je ne parle même pas des clients, comment est-ce qu'ils allaient faire, hein, mais le propriétaire ne pouvait même pas aller dedans. Et alors c'est heureusement des choses assez rares, mais en fait c'est un peu... on voit les élus, on voit les services des fois venir discuter après qu'il se soit passé des problèmes et pas avant. Et cette volonté-là est très bizarre parce que il n'y a pas si longtemps, le maire recevait une demi-journée par semaine, des rendez-vous, enfin justement sans rendez-vous, n'importe qui pouvait venir le voir et venir discuter avec lui. Ouais. Voilà, ça vous paraît lunaire, c'était il y a 5 ans. Voilà, donc on est sur des choses où on ne demande pas des changements qui soient des fois si fantastiques, on demande juste un minimum de respect. Voilà, ce qui est fantastique, c'est que c'est disparu. Ouais. Tu me parles de travaux, ça m'amène un petit peu à mon sujet suivant, qui est tout ce qui va tourner autour de l'écologie. Il y a eu des travaux dans Chambéry récemment, plus ou moins récemment, en tout cas ils sont en train de mettre des arbres par exemple devant le palais de justice, ils ont remplacé un parking devant l'Astrée par une petite étendue d'herbe. Moi, naïvement, j'ai l'image de Chambéry comme une ville qui a toujours été plutôt écolo. Peut-être que je me trompe, mais du coup, quelles sont vos mesures pour aller vers une ville plus écologique ? C'est quoi vos idées à cet endroit ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut comprendre que nous, on pense l'écologie dans un système où on essaie de le mettre globalement. Voilà, planter des arbres, c'est sympa, c'est super joli, moi j'aime beaucoup, mais c'est pas faire de l'écologie. Voilà, faire de l'écologie, c'est augmenter le réseau de bus pour que les gens puissent avoir une alternative avec la voiture. Faire de l'écologie, c'est isoler par exemple les écoles pour que on n'ait plus des enfants qui soient dans des fortes chaleurs, voilà, pendant les canicules ou qu'il y ait froid l'hiver. Voilà, faire de l'écologie, c'est aller bien au-delà pour reprendre l'idée d'une candidate, de planter un arbre par naissance. Voilà, il faut faire quelque chose qui nous permette d'aller vers le choc écologique, de devenir un maximum résilient. On a des volontés, par exemple, au niveau de la cantine, de consommer local, de consommer bio, voilà, pour nos enfants. Ça permet en plus qu'ils mangent mieux, tout en ayant une mesure qui soit écologique. De développer une ferme maraîchère donc, au niveau de l'agglomération pour pouvoir fournir justement les cantines. Ça, on a toute cette volonté-là et c'est des volontés en fait qui sont croisées. Voilà, parce que faire en fait en réalité ce qu'on appelle des trames vertes, des trames bleues, c'est-à-dire augmenter les points de fraîcheur, augmenter les zones arborées en ville, on est pour, on a prévu d'en mettre. C'est quelque chose qui va nous aider par rapport aux canicules, c'est quelque chose qui en plus va rendre la ville plus belle, mais il ne faut surtout pas que l'écologie s'arrête juste à ça. Et puis aussi de planter des arbres. Les nouveaux arbres, on les voit, ils poussent, ils sont tous maigrichons. Il va falloir quelques années. Ouais, voilà, et moi, c'est vrai que tout de suite, à la période de Dantin, ils ont commencé à couper des arbres, alors, je sais pas centenaire, je sais pas, mais en tout cas, c'était des arbres qui avaient des gros troncs et qui pour le coup, apportaient vraiment de la fraîcheur. Et ensuite, on nous les a remplacés par le petit tube d'arbre qui va grossir, voilà. Mais c'est ça, en fait, aussi, c'est de se dire, en fait, on est écolo. Donc on plante des arbres, oui, c'est bien, sauf que nos arbres à nous qui étaient pas malades, pourquoi en fait on va les enlever ? Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de construire, de faire les choses autrement sans détruire en fait des arbres qui pour le coup apportent vraiment un point de fraîcheur ? Et puis aussi on veut mettre en place cette ville du quart d'heure, c'est-à-dire que vous avez tout à un quart d'heure à pied. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est vrai qu'ils ont commencé à planter leurs arbres maigrichons. Je suis désolée, hein, j'ai pas d'autre nom. Et en fait, ils n'ont pas mis en fait de possibilité d'accéder à la ville assez rapidement. Enfin, il y a quand même des personnes handicapées à Chambéry. Il y a des personnes âgées. Alors oui, ils ont mis les bus qui viennent les chercher. Donc, il faut appeler 48 heures à l'avance. Moi, ma voisine qui est personne âgée, quelquefois, elles n'ont pas le droit d'être spontanées.
On a enlevé des distributeurs automatiques à la poste. Alors moi je me souviens l'autre jour, j'étais à la poste, il y a une personne à mobilité réduite, il demande au postier en fait de retirer en fait tout son salaire parce que pour lui c'était beaucoup plus simple. Et puis le postier qui lui dit excusez-moi monsieur, mais en fait j'ai que 200 € avec moi. Si vous voulez je peux vous les donner. Mais aujourd'hui, voilà, on n'a plus de distributeur automatique. Donc cette ville du quart d'heure, en fait, elle a complètement... déjà que ça n'existait pas, mais alors en plus, on l'a encore diminué. C'est-à-dire que... Et effectivement, c'est ça l'écologie, c'est d'avoir tout à portée de main pour éviter de prendre le véhicule, parce que c'est clair que c'est mieux d'aller en ville en vélo. Mais tu nous proposes ça, mais en même temps, tu nous proposes pas, en fait, il n'y a pas de facilité à y aller. Donc voilà, c'est ça qu'on espère en tout cas mettre en place et j'espère en tout cas que ça plaira aux Chambériens. Ok. Je pense. Il y a un enjeu aussi qui est assez majeur dans votre programme et je crois que ça va pas mal te parler Soraya, c'est le logement. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de problèmes de logement insalubres à Chambéry, qu'il y avait beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Comment est-ce que vous, concrètement, vous entendez lutter contre ces problèmes de logement ? Alors, il y a des choses à comprendre. La plupart du temps, les élus vont vous dire qu'ils ne peuvent rien faire. Alors à Chambéry, ils sont extrêmement mal placés, puisqu'il se trouve que le maire de Chambéry, donc actuellement M. Repentin, est automatiquement le président de Cristal Habitat. Cristal Habitat, c'est le plus grand office HLM de Chambéry. Il a entre, de mémoire, 65 à 70% des logements. Oui. Donc il va diriger le conseil d'administration. Actuellement, le vice-président du conseil d'administration, c'est l'adjoint au logement. Voilà. Donc on n'est pas sur quelque chose où je dirais le maire n'a pas de pouvoir. Ouais. Ce serait pas vraiment vrai. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On en est à un stade où, pour en avoir discuté avec les journalistes Dauphiné Libéré, en fait ils ne font plus d'articles sur l'insalubrité parce qu'en fait ils ont trop de demandes. C'est un peu une forme d'absurdité, c'est-à-dire qu'il y a déjà pas mal d'articles qui sont parus. Voilà. Et quand ils demandent, la mairie ne répond pas, Cristal Habitat ne répond pas. On est face à des gens qui vivent avec des champignons, avec de la moisissure, qui ont leur santé qui est impactée, qui ont leurs enfants qui sont en danger. On habite en France ou à un moment donné, on a les moyens. Moi, je ne demande pas quelque chose d'insensé. Je demande juste de faire respecter la loi. Les logements indignes et insalubres, c'est fini. Voilà. À un moment donné, Cristal Habitat actuellement construit des immeubles à tour de bras. Alors, c'est une bonne chose, ils font de l'accession à la propriété et ainsi de suite. Par contre, ce serait quand même bien qu'ils évitent d'avoir des logements insalubres dans leur parc et qu'ils travaillent pour pouvoir les rénover. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens dans ces conditions. Moi, pour le coup, j'ai connu ça, malheureusement. C'est que l'ancien appartement que j'avais était insalubre. Et c'est vrai que j'avais de l'eau qui coulait. Donc la première idée, c'est de se dire, c'est la voisine qui... Sauf qu'en fait, non. Chez la voisine, c'était tout sec. Et en fait, c'était les canalisations donc, entre les plafonds qui faisaient que ça tombait sur moi. Donc en fait, quand tu allais voir Cristal Habitat, il disait faut aller voir votre voisine, c'est elle qui doit faire marcher son assurance. Déjà, ça commence. C'était le début, ça. Et ensuite, quand tu appelles l'assurance dit non, finalement, il faut faire venir donc, l'assurance qui m'a fait venir quelqu'un qui a diagnostiqué, qui a dit que finalement, c'était pas de la faute de la voisine, c'est la faute de Cristal Habitat. Donc, ça prend du temps, tout ça. Hein. Et ensuite, l'assurance envoie des recommandés à Cristal Habitat pour signer la convention d'assurance qui ne signe pas. Alors, c'est vrai que par rapport à certains, c'est que moi, j'ai eu les moyens ensuite d'accéder à la propriété. Donc, j'en ai eu marre, en fait, très sincèrement. En fait, c'est la croix et la bannière avec ces gens-là. Ils se moquent de vous. Vous avez des champignons, vous vous douchez avec votre voisine parce qu'en fait, il y a de l'eau qui coule, en fait, c'est dégueulasse. Et c'est comme ça. Et pourtant, je suis quelqu'un d'instruit, je suis quelqu'un qui sait me défendre, je suis quelqu'un qui sait écrire des courriers, et j'ai pas réussi. En fait, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est que je me suis enfuie de mon appartement et que j'ai acheté un appartement. Mais c'est pas le cas, en fait. Les habitants n'ont pas tous cette possibilité de devenir propriétaires. Et c'est ça, en fait. C'est cette colère, en fait, qu'on a en nous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait j'en ai marre, on les supporte plus, en fait ils se moquent de nous, et je vous parle même pas des représentants du Cristal Habitat qui viennent
Parce que la première fois que j'avais montré les champignons, il me dit « Oh mais il faut ouvrir la fenêtre ». Donc ok, on ouvre la fenêtre si tu veux. On met le papier. En fait, le papier, moi chez moi, c'était tellement humide que le papier, en fait, je le mettais. Un mois après, en fait, ça tombait. Ah ouais. En fait, ça tombait, ça tenait pas. Et quand il a fait l'état des lieux, du coup, il s'est retrouvé avec un appart avec de la peinture parce que bon, je suis pas milliardaire non plus, j'ai pas du papier à... Et donc il m'a dit « Oh non, il faudra que vous remettiez du papier ». Je fais « Vous vous moquez de moi là ». Je lui ai dit l'appartement, en fait, le papier ne tient pas. Et donc, en fait, il m'a rendu la caution. Mais c'est pour vous dire, en fait, que c'est ubuesque les situations qu'on peut avoir avec eux. Et c'est pas normal, en fait, que notre mairie, qui est représentée, ne fasse rien. Je dis pas qu'elle peut tout faire, mais là, c'est... moi, j'ai tellement des souvenirs du social à l'époque de Louis Besson. C'était même trop, parce qu'à chaque fois qu'on avait, je dis n'importe quoi, un filtre qui était usé et il venait carrément le réparer, c'était même trop, dans le sens où je me disais, j'étais enfant, mais je me disais c'est de l'argent gaspillé pour rien. Et là où il y a vraiment de l'argent à mettre, et là il le dépense même pas. On est vraiment sur des choses où malheureusement ils respectent même pas la loi. Je dirais, là on est sur... normalement, il faut penser qu'un maire est un officier de police judiciaire. Il peut directement, s'il a besoin, si même, imaginons qu'il n'était pas président de Cristal Habitat, du conseil d'administration, qu'il n'avait pas tous ces pouvoirs-là, il peut directement saisir le procureur de la République, il peut faire appliquer la loi. Je veux dire, c'est quand même fou qu'on ait un maire qui ne veuille même pas faire appliquer la loi, alors que ça met en danger les habitants de Chambéry. Voilà, et là on parle de dizaines de personnes qui sont dans des logements insalubres, qui sont dans des conditions qui sont abjectes. C'est pas acceptable. Et en plus, c'est un gros vecteur d'inégalité parce que évidemment la plupart de ces logements, j'imagine que ce sont des logements sociaux. Donc c'est des personnes qui vont se retrouver avec plus de frais de santé, qui vont se retrouver avec un stress accumulé, avec plein de choses sur des situations qui sont déjà pas simples. Et en plus, il me semble que les logements sociaux, malgré le fait qu'il y ait des logements insalubres, etc., on est déjà sur une demande qui est extrêmement forte et qu'on a du mal à suivre. Actuellement sur Chambéry, dans les derniers chiffres auxquels j'ai eu accès, il y avait 5 demandes pour un logement. Donc on est sur quelque chose qui est extrêmement tendu. Avoir accès à un logement social à Chambéry est très dur. Donc il y a des gens qui justement se retrouvent à accepter des logements indignes parce que ils attendent depuis des années. Et voilà, on est sur des choses qui ne sont pas vraiment acceptables. De la même façon, l'une des choses que nous veut porter d'un point de vue démocratique, c'est une logique de transparence. Il n'est pas normal qu'il y ait des décisions qui soient prises en huis clos, où en fait nous n'avons aucun moyen de savoir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et c'est valable aussi par exemple pour le logement social. Pendant très longtemps, bien entendu de façon anonymisée, les gens voyaient les dossiers qui avaient accès aux logements sociaux. Pour comprendre pourquoi, eux n'y avaient pas accès. Bien sûr, ouais. Et voilà, et c'est quelque chose donc, sur lequel on veut revenir, parce que il faut qu'il y ait une forme de confiance qui puisse se faire. Parce que quand tout se passe dans l'opacité, il peut se passer n'importe quoi. Et il est important que justement les Chambériens puissent avoir confiance dans le fonctionnement de nos services publics, dans le fonctionnement de nos offices HLM, dans le fonctionnement de la mairie. Ouais. C'est vrai qu'on entend des histoires ubuesques, mais après c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler parce qu'on n'a pas de preuves, mais c'est vrai qu'il y a ces commissions, il faut absolument qu'elles soient beaucoup plus éclairées, un peu moins opaques. Parce que c'est vrai que sinon, après je sais pas si on peut dire que c'est des légendes urbaines, mais quelquefois dans les rumeurs, il y a quand même du vrai, et il y a quand même des choses en tout cas que j'entends, en tout cas dans les quartiers, qui sont assez graves, notamment à des possibilités d'achat. Voilà. Sur Chambéry, pour l'instant, effectivement, il n'y a rien qui a été prouvé. Par contre, dans de nombreuses villes de France, il a été montré effectivement que l'achat de logement social de façon détournée pour faire accélérer le dossier existe. Il y a même des condamnations devant la justice. Voilà. J'espère, et très sincèrement, que ce n'était pas le cas à Chambéry, mais ce que j'espère n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les Chambéryens puissent le vérifier. Oui, complètement. J'ai aussi déjà entendu parler, vu des cas documentés de corruption, parce que faut dire le mot, il y a des problèmes de corruption, et il y a en France, dans certaines villes, des canaux Telegram où on peut, pour, je sais pas, 3 000, 4 000 euros, avoir un accès à un logement social extrêmement rapidement, etc. Et tout
tout ça effectivement est très très grave, et du coup je comprends que mettre de la transparence un maximum de transparence dans le processus permettrait de minimiser énormément les risques de corruption. De la même façon, nous on a un engagement qu'on estime démocratique, c'est que l'ensemble des élus vont signer la charte Anticorps, vont être formés par Anticorps. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des 3 seules associations de lutte contre la corruption reconnues par l'État. Voilà, parce que on a un besoin à la fois de transparence par rapport aux citoyens pour qu'ils puissent se rendre compte, qu'ils puissent nous faire confiance, et aussi parce qu'il faut que les élus apprennent à se méfier des logiques d'influence, qu'ils apprennent à se méfier de tout ce qui pourrait entacher leurs décisions, parce qu'on est là pour représenter les Chambériens. On n'est pas là pour faire plaisir à tel ou tel groupe d'influence ou de lobby. C'est vrai qu'il y a une bataille aussi qu'on avait menée à un petit temps, c'était les épinettes, parce que c'était en fait un foyer en fait de transit. Ça permettait en fait aux familles de vivre dans un appartement 2 années et ensuite d'atteindre enfin un logement social. Ça a été complètement squeezé durant cette mandature, et ça on le regrette beaucoup, et on avait milité en tout cas pour que les épinettes ne soient pas supprimées, donc finalement on nous a pas écoutés, encore une fois j'ai envie de dire. Et tu voulais ajouter quelque chose ? J'avais visité justement les épinettes avec le député, et en fait la beauté de la structure c'est qu'en fait c'était une structure qui était vraiment pour les plus fragiles. C'est-à-dire que vous n'aviez pas de papier, par exemple de salaire et ainsi de suite, on n'était pas sûr que vous étiez en capacité de payer un loyer, mais vous étiez à la rue. En fait vous alliez aux épinettes, et ça permettait aux structures, aux offices HLM et autres, de savoir que pendant 3, 4, 5 mois, vous payez bien votre loyer, vous étiez stable, il n'y avait pas de soucis, ça vous permettait d'avoir le temps de vous retourner. Voilà, je sais pas, des séparations très compliquées, des choses comme ça. En fait, ça permettait de reloger les gens en urgence. Ils avaient des aides, les gens. C'est-à-dire que les gens, quand ils allaient aux épinettes, qui ne savaient pas, en fait, par exemple, comment faire un dossier de logement, ils étaient aidés. C'est-à-dire qu'ils pouvaient utiliser, parce qu'on peut demander, par exemple, le département a des places réservées pour les logements sociaux, la mairie a des places réservées pour les logements sociaux. Donc, en fait, ils aidaient ces gens à constituer des dossiers. Et comme dit, c'est des gens qui sont fragiles, qui n'ont pas forcément la possibilité de faire ces dossiers, qui ne connaissent pas toutes les lois. Et c'est vrai que c'était une structure qui était vraiment bien, parce que ça permettait aux gens en fait, de souffler, de se reposer, de ne pas être stressé, de se dire bon, j'ai quand même un toit sur la tête, en attendant mieux. Et ça, ils n'ont même pas entendu. En fait, on a besoin de structures pour les accidents de la vie. Je pense que là-dessus, toutes les personnes qui nous écoutent doivent être à peu près d'accord avec moi. Moi, je trouve ça horrible de voir des gens à la rue. Je veux dire, à un moment donné. Et donc, comment on fait pour qu'il y ait le moins possible de gens à la rue ? C'est qu'en fait, on met des structures qui permettent aux gens qui ont des accidents de la vie, qui sont dans des situations très compliquées, de pouvoir se retourner, de pouvoir rebondir, de pouvoir les aider. Voilà. Si vous n'aidez que les gens qui ont déjà un emploi stable, un CDI bien payé, c'est qu'en réalité, vous n'aidez personne. Parce que c'est pas des gens qui ont besoin d'aide. Ouais, bien sûr. En tout cas, le logement, on a tellement à dire. Oui, c'est ça, mais malheureusement, il faut qu'on avance. Il y a un aspect qui est très important dans la ville, surtout dans le centre-ville, mais pas que en réalité. Ce sont les commerces, les artisans qui font vivre la ville, qui font vivre l'économie locale, qui dynamisent le centre-ville. Qu'est-ce que vous avez à porter comme politique auprès des petits commerces, auprès des artisans qui pourraient nous écouter, par exemple ? Alors, depuis quelques jours, là, on rencontre énormément de commerçants, parce qu'on a fait un tract qui leur est spécifique, justement pour expliquer l'ensemble de nos mesures. Mais on avait déjà rencontré l'association des commerçants, on avait déjà discuté avec eux, et on est face à quelque chose d'un peu bizarre. C'est-à-dire que leur demande première, c'est juste d'avoir un adjoint spécifique aux commerçants. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un prêt à se battre pour eux, prêt à les écouter, prêt à les aider. Pour dire à quel point, justement, ils ont un manque. C'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas d'adjoint spécifique à ça ? En tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne sont pas écoutés, qu'on ne les entend pas, que quand ils font des propositions, ils sont ignorés. Voilà, nous, par rapport à ça, par exemple, on a une proposition qui, moi, me paraît presque l'enfance de l'art. C'est, en l'occurrence, on souhaite créer 3 postes.
3 postes à la mairie, 3 postes pérennes, de gens qui vont se spécialiser, de gens qui vont monter en compétences, dont le travail sera d'aider à la création de commerce, à l'installation de commerce, les aider donc au niveau des démarches, les aider pour comprendre la législation qui est en place, les aider à être le plus solide possible, mais qui va aussi les aider à développer leur commerce, c'est-à-dire que il y a des gens qui souhaitent s'agrandir, qui souhaitent augmenter de dimension directement, qui soient en soutien, et qui les aident aussi à mettre en place de l'événementiel. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part des commerçants de dynamiser le centre-ville en créant des événements. Le fait que la municipalité ne soit pas spécialement là en support, ça me paraît extrêmement étonnant. Il y a eu des projets très ambitieux de marché de Noël, voilà, qu'ils avaient réussi à faire subventionner à la fois par la région, à la fois par le département, donc ça permettait en plus que c'est un coût presque modique à la ville, qui ont été abandonnés en route. Voilà, moi j'ai du mal à comprendre parce que ça me paraît très transpartisan. Genre, avoir une ville vivante, avoir du dynamisme culturel, avoir des commerces qui tournent dans le centre-ville, avoir une ville agréable. Oui, c'est un consensus. Voilà, je veux dire, normalement tout le monde devrait être d'accord. Voilà, donc on a cette volonté-là. On a une volonté de rendre beaucoup plus vivant le centre-ville avec des événements culturels. Donc partir sur tout simplement des événements culturels qui ont lieu toutes les semaines, tous les week-ends, pour que les gens tout simplement prennent l'habitude de prendre le plaisir d'aller au centre-ville, d'avoir cette déambulation, d'avoir tout le temps des activités. Voilà, c'est quelque chose qui peut-être va vous paraître insensé, mais qui existait sous Michel Dantin, donc qui existait il y a 6 ans. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de farfelu. De la même façon, alors là c'est plutôt au niveau de l'agglomération que directement de la ville, on souhaite mettre en place des logiques d'aide pour l'accès au marché public. C'est-à-dire que les marchés publics normalement sont accessibles à toutes les entreprises, mais on se rend compte que les entreprises les plus petites, alors je dirais pas des entreprises unipersonnelles, mais 2, 5, 10, 15... Non, même les SASU, je te coupe, parce que pour le coup c'est quelque chose... C'est ton domaine. C'est mon monde. C'est parce que j'ai travaillé en cabinet comptable, mais j'ai aussi travaillé à mon compte et du coup j'ai eu énormément de clients d'artisans. Et c'est vrai que leur souci, et c'est vrai que l'ordre des experts comptables me contredira pas là-dessus, c'est qu'on est quand même dans une crise. Et quand le bâtiment va mal, parce que moi c'est surtout les artisans du bâtiment, mais ça peut être aussi les coiffeurs, les boulangers, quand le bâtiment va mal, en fait, ça va mal en général. Et c'est vrai que je les voyais, ces petits artisans, ils me disaient oui, mais moi je suis obligée d'être sous-traitant de un tel, alors oui, il va me donner des clopinettes, mais en même temps j'ai que ça en fait. Et je lui dis mais pourquoi tu réponds pas ? Il me dit parce que je sais pas répondre à ces marchés publics, c'est hyper compliqué, je suis pas assez structurée, etc. Et en fait on se dit que voilà, moi j'avais plusieurs clients, je m'étais dit en fait si je les mets tous ensemble, ils vont devenir une puissance. Sauf que secret professionnel, moi je traite un dossier à la fois. Mais c'est vrai que c'est des idées en fait qui ont germé dans mon esprit. Et c'est vrai que dès que je suis arrivée sur Avenir Populaire, la première chose c'est que j'ai dit, faut aider les artisans de Chambéry notamment. Ça fait un peu chauvin, mais... Non, mais voilà. C'est important de soutenir l'économie locale, on est d'accord. C'est ça, et donc pour moi, les aider à répondre à des marchés publics de la mairie, parce que c'est la mairie en fait qui va proposer des offres, en disant à ces gens, vous pouvez vous regrouper en créant un guichet unique, bien sûr qui sera accessible même aux grandes entreprises si elles le souhaitent, mais en fait c'est ça, c'est de se dire, ces gens-là, ils ont plus besoin d'être sous-traitants, parce qu'en fait derrière après il y a des logiques de se dire finalement je déclare pas tout, parce que si je déclare finalement je vais pas arriver à finir les fins de mois, et voilà, et c'est pas bien. Donc en fait ces gens-là, quand ils vont recevoir en fait le vrai fruit de leur travail, ils vont payer des impôts, ils vont participer à l'économie locale. Et je voulais ajouter quelque chose qui était hyper important, mais qui est sorti... Ça reviendra. Moi, j'ai un petit truc à ajouter, c'est que à la fois, ça soutient l'économie locale, mais c'est aussi une super chose pour les Chambériens. Parce que, pour l'instant, on a 1, 2 entreprises, 3 grands maximum, qui répondent aux appels d'offres. Donc, il est beaucoup plus simple pour ces entreprises potentiellement de se mettre d'accord. Il est beaucoup plus simple pour ces entreprises de tirer les coûts vers le bas et avoir des marges importantes et des travaux faits de mauvaise qualité. Alors que quand on commence à avoir des petits artisans qui veulent bien faire leur travail, qui veulent aussi répondre à ces appels d'offres-là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus sain qui se met en place.
C'est-à-dire que la collectivité va pouvoir choisir beaucoup plus facilement différentes personnes pour répondre aux appels d'offres et donc potentiellement faire des économies ou au moins améliorer la qualité de ce qui est fait. Voilà, et donc c'est pas juste une logique de développement économique, c'est aussi que ça nous permet d'avoir une ville qui sera plus saine parce que des travaux mieux faits, des services mieux rendus, c'est toute la population qui en profite. Et du coup, ça m'est revenu ce que je voulais dire, c'est que en fait, souvent les grosses entreprises, quand ils envoient en fait des réponses d'offres de marché public, en fait, ils répondent pas forcément à l'offre. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un dossier qui est préconçu, qui est hyper mal fait. Mais et du coup, les coûts, ils ont mis des prix. En général, on se demande. Et la mairie accepte parce qu'il faut savoir que si on reçoit une seule appel d'offres, la mairie, en fait, est obligée d'accepter l'appel d'offres. Donc après, elle peut essayer de négocier, etc. Mais ça veut dire, en fait, qu'elle a peu de marge de manœuvre dans la négociation. Et donc, c'est aussi, pour la mairie, quelque chose de positif, parce qu'on pourra aussi faire baisser les coûts de nos travaux. Et comme dit Gaël, on pourra exiger peut-être une meilleure qualité, et ça... Ouais, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour les commerçants et les artisans, et c'est gagnant pour la mairie... Exactement. Effectivement. Si on arrive à se construire autour de ces marchés publics. Très bien. Si vous n'avez rien à ajouter, j'aimerais qu'on passe au sujet suivant, qui sera notre dernier sujet avant de passer aux questions. C'est un sujet, les gens qui connaissent pas bien la gauche peuvent parfois reprocher aux différentes formations de gauche de faire parfois un peu l'impasse sur le sujet, mais je pense que c'est pas le cas. C'est la sécurité. On sait qu'on vit dans une ville où l'insécurité ne manque pas forcément, mais où le sentiment d'insécurité est très présent. Qu'est-ce que c'est votre politique de sécurité ? Comment est-ce que vous avez construit ça ? Alors, le sentiment d'insécurité est très présent, je dirais surtout d'un point de vue médiatique. Quand on discute avec les Chambériens, ils sont quand même très contents d'être à Chambéry, ils aiment beaucoup la ville telle qu'elle est. Après, il y a quand même de l'insécurité, comme il y en a partout en France. Nous, directement, le principal moyen d'action qu'on a, c'est la police municipale, qui est là pour faire de la prévention. Ce qu'on appelle la police administrative, bon, je vous embêterai pas avec tout ça, mais la police municipale n'est pas là spécialement pour arrêter les méchants, elle est là pour faire qu'il y ait le moins de problèmes en amont, de prévenir un maximum. Donc ça peut être à la fois, prévenir des accidents quand il y a des foires ou des événements publics, mais ça peut être principalement d'aller discuter avec la population. Et nous, c'est quelque chose qu'on veut renforcer. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut que l'ensemble des acteurs sociaux soient beaucoup plus en lien avec la police municipale pour avoir quelque chose de plus sain et pour mettre en place ce qu'on appelle une police de proximité. C'est quelque chose qui a été mis en place en France déjà, qui a été extrêmement efficace. Malheureusement, le président Sarkozy est revenu dessus. Dans une logique beaucoup plus sécuritaire, avec des effets extrêmement délétères, ça n'a pas été efficace. Et nous, c'est ça qu'on va essayer de reconstruire, c'est cette confiance-là. Alors, elle vient par plusieurs points, c'est-à-dire que pour faire ces missions-là, la police n'a pas besoin d'être surarmée, c'est quelque chose qui nous paraît absurde. Donc, on va tout simplement diminuer l'armement létal, ce qui nous permettra de financer une augmentation des effectifs. Voilà, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir plus de gens sur le terrain qui sont là pour discuter, que d'avoir plus de flingues. Ou de caméras. De caméras, parce que les caméras actuellement, ça c'était l'idée de la politique de Dantin, de mettre des caméras. Et puis moi je me souviens à l'époque, parce que je suis quand même quelqu'un d'intéressé à ma ville, il avait dit je vais mettre ces caméras parce que si quelqu'un brûle votre voiture, etc., on aura la photo, etc. Et là, il y a récemment, j'ai un ami, sa voiture, on lui a abîmé. Sauf qu'en fait, c'est le procureur qui décide d'ouvrir ou pas, de regarder ce qu'il y a dans la caméra. Donc c'est au procureur de décider finalement si c'est assez grave. Donc finalement, ces caméras, elles servent à rien, parce que c'est vrai que la plupart, c'est des petits délits de rayures de voiture. Donc en fait, on paye des caméras qui coûtent très cher, qui prennent des postes, parce que comme dit Gaël, on pourrait les mettre... à la place des caméras, des agents qui seraient de proximité. Et puis moi, ce que je regrette aussi, c'est que, par exemple, c'est vrai que depuis Sarkozy, la police, il y a une énorme défiance envers la police. C'est-à-dire que les jeunes n'aiment pas la police et les enfants n'aiment pas la police. Donc, et du coup, il y a aussi cette responsabilité de la mairie
aussi de mettre, de présenter aussi aux enfants de manière éducative le rôle des policiers, de leur dire que finalement ils sont pas là pour les embêter, ils sont aussi là pour les aider, etc. Et voilà, moi je me souviens qu'à l'époque, j'étais encore jeune, on avait eu des policiers qui étaient venus, et pareil, il y avait cette défiance des jeunes envers la police. Puis finalement, quand on les découvre sur un autre rôle, parce qu'ils étaient venus pour nous parler de l'addiction, etc., ils avaient fait venir aussi l'association Pélican, et je me suis dit, finalement, ils sont pas si... Inversement, on a un gros travail de formation à faire sur les postes de police. À la fois de l'accueil des victimes, que ce soit des VSS, que ce soit LGBTophobes, il y a un vrai travail à faire du côté de la police, puisque la police n'a pas mauvaise réputation pour rien non plus. Voilà, donc il y a une volonté de notre part de reprise en main, parce que en fait, même la police elle-même est en demande de formation. Je me rends bien compte que il y a des moments où je dirais pas ils sont incompétents, mais ils sont inadaptés. Et donc il y a cette volonté-là, c'est-à-dire à la fois on veut une police qui soit de proximité, qui aille discuter avec les gens et ainsi de suite, mais on veut aussi une police mieux formée pour qu'on ne se retrouve pas avec les bavures qu'on voit à la télé, des choses inacceptables. De la même façon, tu as parlé des caméras, pour donner un petit peu des chiffres. 4 caméras, ça correspond à un agent sur le terrain. Ah, voilà. Quand même. Donc, c'est entre l'entretien des caméras, le coût d'achat des caméras, les centres directement de traitement d'images, les bases de données qui doivent être derrière et les agents qui doivent surveiller à travers les caméras. En fait, on se retrouve avec des équipements qui sont très lourds. Moi, je préfère avoir un agent sur le terrain que 4 caméras, en sachant qu'une caméra, à l'heure actuelle, ça permet de résoudre 2% des affaires. Ouais, je vois. Voilà, un agent c'est plus efficace. Voilà. Et puis en plus ça crée un emploi. Je préfère, voilà. Donc on est sur ces logiques-là. Après, je suis tout à fait conscient que ça va contre-courant. Il y a des gens qui veulent mettre des algorithmes, qui veulent mettre de l'IA, qui veulent mettre tout un tas de choses pour surveiller davantage la population. Voilà. Je n'ai spécialement pas une fascination importante sur les Chines. Donc moi j'estime que ce serait quand même beaucoup mieux qu'on ait des gens qui essayent de bien faire leur travail plutôt. Je vois. On commence, je pense, à voir un petit peu mieux l'étendue des propositions qu'on a, que vous avez, même si je fais partie de la campagne, bien sûr. Et on va passer, si vous le voulez bien, aux questions. On a demandé aux internautes de poser des questions pour ce podcast, et donc on a eu pas mal de questions en réalité. La première que je voudrais vous poser, elle m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on finance tout ce programme ? Est-ce que, oh mon Dieu, la gauche arrive et les impôts augmentent de partout ? Ou est-ce qu'on a des moyens de financer un programme qui est quand même ambitieux d'une autre manière ? Alors, déjà, il y a des endroits où il reste de l'argent. C'est-à-dire qu'actuellement, la ville transfère du fonctionnement, c'est-à-dire des salaires des fonctionnaires, de la gestion normale, entre 12 et 18 millions chaque année à l'investissement, ce qui permet un investissement en moyenne de la ville de 25 millions. Je vais faire simple, grosso modo, la ville a 25 millions avec lequel elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Je caricature juste pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais je vais faire de façon simple. Donc, on a cette première marge de manœuvre budgétaire. Ensuite, il y a des choix qui sont faits actuellement par la municipalité qui sont éminemment critiquables. Par exemple, la volonté de bloquer la construction du parking Ravet a coûté 2,4 millions à la ville de pénalité de retard. Alors que ils ne pouvaient malheureusement pas annuler ce projet. Ils ont quand même fait une consultation dessus, ils ont demandé aux citoyens ce qu'ils en pensaient. Les citoyens étaient contre. À la fin, ils n'ont pas écouté démocratiquement déjà cette volonté des citoyens, et surtout ça a coûté extrêmement cher à la ville. Mais c'est pas quelque chose d'unique. On a le bâtiment de la Banque de France qui a été acheté pour faire les archives municipales. C'est un bâtiment qui a été acheté au moment où la municipalité l'achète. Il a été acheté 1 an avant par une entreprise privée. La municipalité, en l'achetant, dédommage une entreprise privée qui avait prévu de faire quelque chose dessus de l'ordre de 300 000 €, et achète 2/3 du terrain, 280 000 € de plus que le prix acheté pour la totalité du terrain par l'entreprise 1 an avant. 1 an et 1 mois, si on va être exact. Donc, si vous faites un petit tableau en 3, un petit calcul en 3, je veux dire, on se retrouve avec en fait une perte de l'ordre de 1,2 million
pour la ville. On est sur des choix budgétaires qui sont faits, moi qui me paraissent extrêmement discutables. Voilà, Monsieur Repentin va vous dire, oui, non mais si on avait construit un bâtiment neuf, ça nous aurait coûté plus cher. Oui, on aurait eu un bâtiment neuf. Voilà, un bâtiment adapté aux archives, plutôt que d'avoir un ancien bâtiment de la Banque de France, ancien et inadapté, qu'il va falloir rénover en plus. Voilà, donc on est sur des choix qui sont faits en termes d'argent public, où déjà on a tendance à faire un peu n'importe quoi. Et je vous ai parlé du fait de revenir en régie publique pour les services publics. C'est pas uniquement parce que on estime que nourrir un actionnaire plutôt que d'avoir des services publics de qualité soit une bonne chose. Déjà c'est le cas, mais c'est aussi parce que une régie publique, en moyenne, ça coûte 20% moins cher pour le même service. Voilà, je vous dis pour les trois. Ça c'est fou ça. Ah oui. C'est à se demander pourquoi on privatise du coup. Bah parce qu'ils sont feignants. Non mais moi c'est un peu ça. Tu vois, moi c'est ça. C'est très simple. Vous confiez au privé, en tant que commune, vous n'avez plus rien à faire. C'est eux qui gèrent. Voilà, alors ça vous coûte de l'argent, vous devez surveiller du fait qu'ils fassent bien le travail, donc c'est pour ça que ça coûte aussi très cher. C'est pas seulement parce que eux vont, on va dire, chercher à faire un maximum de profit avec la structure, c'est aussi parce que la commune va passer beaucoup de moyens à surveiller en fait ce qui se passe. Voilà, comme je vous ai dit, Sodexo actuellement s'occupe de la cantine de nos enfants. Mais Sodexo est surveillé par la municipalité. C'est-à-dire que la municipalité a engagé un cabinet de conseil pour qu'une nutritionniste vérifie le repas. Pourtant, Sodexo a eux-mêmes des nutritionnistes pour vérifier même leur repas. Donc vous commencez à voir comment vous commencez à avoir des postes doublés en permanence entre le fait de surveiller ce qui est en train de se passer, voilà, et de l'autre côté l'entreprise qui le fait. Ce serait géré directement par la collectivité. Bon bah vous auriez juste une nutritionniste qui fait les repas et la question serait réglée. Voilà, et en fait vous multipliez ça par le nombre de postes à peu de choses près et vous arrivez sur des aberrations. Voilà, là on est face à quelque chose où il y a des choix politiques à faire. Alors oui, repasser en régie publique, ça prend du temps. Voilà, on a la chance que, par exemple, la cantine, on puisse repasser en régie publique au milieu du mandat. Donc on va avoir 3 ans pour se préparer à ça. Après, c'est sûr qu'on n'a pas le même salaire qu'eux, donc eux, ils gèrent... Enfin, moi, quand on parle, on dit gérer comme un bon père de famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, la municipalité, ils ne la gèrent pas de cette manière-là. C'est-à-dire, comme il dit, on utilise des entreprises privées, on appelle des cabinets d'audit. Moi, je me souviens qu'il y a une amie qui travaille au Biolay, qui dit ils ont fait venir des auditeurs, mais en fait ils nous auraient parlé nous, en fait ils avaient la réponse. Donc et un auditeur ça coûte combien? Enfin je veux dire pour avoir payé dans des grosses boîtes, on peut payer jusqu'à 30 000 € l'auditeur. Hein. Donc je sais pas, 30 000 €, purée. Il y a une volonté en fait d'utiliser massivement des cabinets de conseil ou des chargés de mission pour remplir énormément de fonctions de la ville actuellement, et à chaque fois ça coûte des fortunes. Voilà, on a des fonctionnaires qui sont très compétents et qui voient passer des cabinets de conseil ou des chargés de mission qui sont là pour faire leur mission à leur place et ils sont en train ils se demandent mais je sers à quoi? Voilà, alors vu que petit à petit ils ont diminué énormément les effectifs, actuellement les fonctionnaires territoriaux travaillent énormément, sont sous pression et ainsi de suite, mais on a besoin en fait d'avoir des services publics, des services publics territoriaux de qualité, qui montent en compétences pour pouvoir faire de grandes choses dans la ville. Confier à KPMG, confier à tout un tas de cabinets de conseil en fait la gestion de la ville, on a vu ce que ça donne au niveau de l'État. Je vous rappelle, c'était pas mal sorti sur Macron directement au niveau de notre État, à quel point ça nous coûtait une fortune et à quel point c'était de piètre qualité. Ouais. Voilà, moi j'estime que je veux quelque chose de plus qualitatif, de plus beau pour Chambéry. Je veux dire, à un moment donné, et ça me paraît pas extrêmement sorcier. Ouais, complètement. J'aimerais bien qu'on parle aussi de l'agglo, parce que toutes les compétences ne sont pas au niveau de la mairie, il y a l'agglomération Grand Chambéry. Est-ce que... alors déjà, comment ça se passe l'agglo? C'est-à-dire une fois que vous êtes aux affaires à la municipalité, est-ce que vous avez de bonnes chances d'avoir l'agglo ou est-ce que c'est un défi? Et quelles sont les mesures du programme qui pourraient être dépendantes en fait de la bonne entente avec l'agglomération Grand Chambéry? Alors, il y a une volonté effectivement de l'État de passer certaines compétences importantes des communes vers l'agglomération. On a l'eau qui a été transférée, on a les transports, donc
un dossier éminemment important. On va avoir les déchets, on va avoir tout ce qui est en rapport avec le tourisme, il y a du rapport aussi un peu avec le sport. Donc on a pas mal de choses qui sont gérées au niveau de l'agglomération qui ont un impact majeur sur Chambéry directement, soyons honnêtes. Quand vous votez directement dans l'élection municipale, en réalité vous votez pour 2 élections. Vous votez à la fois pour les conseillers municipaux et à la fois pour ce qu'on appelle les conseillers communautaires, c'est-à-dire grosso modo ceux qui sont à l'agglo. En gagnant Chambéry, on va gagner une part importante du contrôle de l'agglomération, parce que Chambéry est la ville la plus importante de l'agglomération, je vous apprends rien, elle représente quasiment 40% des postes de l'agglomération. Alors, on n'aura pas la totalité en gagnant, puisque à moins qu'on fasse 100%, je suis pour, mais voilà, s'il y a peu de chance, quand même, ça va être. Donc, on a d'autres villes, effectivement, qui vont rentrer en ligne de compte. Si M. Repentin a réussi à avoir le contrôle de l'agglomération, alors que la gauche, de façon générale, sur l'ensemble de l'agglo était assez faible, voilà, j'estime on a de bonnes chances aussi d'y arriver. Voilà. Mais il est vrai, je veux être honnête avec les Chambériens, une partie de nos mesures dépendent de l'agglomération. Voilà. Si on veut changer la tarification de l'eau, il va nous falloir le contrôle de l'agglomération. Si on veut reprendre en main le réseau de bus, le passer en régie publique, augmenter son cadençage, sa densité, il nous faut le contrôle de l'agglomération. Voilà. Donc c'est pour ça que directement d'autres listes avec lesquelles on discute sur l'agglomération ont été déposées, font campagne en parallèle, et on leur souhaite le meilleur, et qu'on puisse se retrouver à l'agglomération. Ok. On m'a aussi posé des questions sur un point qu'on n'a pas abordé, c'est la politique culturelle. En 2 mots, comment est-ce que vous envisagez votre politique culturelle? Et précisément, on m'a posé la question de l'éducation populaire. Est-ce que vous avez une place à accorder à l'éducation populaire et de quelle manière ça pourrait se traduire? Si on est de gauche et qu'on n'accorde pas de place à l'éducation populaire, c'est qu'on a raté quelque chose, si vous voulez. Excusez-moi d'enfoncer un peu des portes ouvertes, mais bon, au-delà de la blague, vraiment d'un point de vue culturel, nous on a une volonté d'accès à la culture. Donc ça se veut à la fois par faire beaucoup d'éducation populaire, d'événements culturels populaires au sein de la ville, donc on va essayer de faire ça toutes les semaines. Ça vient aussi par la gratuité de la médiathèque. Alors, pour que les gens comprennent, ça coûte 57 000 € à la ville, sur un budget de fonctionnement de 100 millions, vous verrez que c'est assez facile à trouver. Et ça permet une augmentation de la fréquentation de la médiathèque de 25%. Ah, quand même. Voilà, d'autres villes l'ont déjà fait en France, donc moi je prends la moyenne, je pars du principe qu'on ne sera pas meilleur, qu'on ne sera pas moins bon. Donc voilà. Bien entendu, les gens qui vont d'un seul coup avoir accès à la culture, c'est des personnes qui ne se sentaient pas légitimes à rentrer, ou des personnes qui étaient trop pauvres pour rentrer. Donc moi je ne peux que être pour directement, mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'actuellement on a des services publics, j'ai parlé de la médiathèque justement, qui fait énormément de choses vers la petite enfance, des spectacles, des animations. Au moment où ils les publient, ces animations sont déjà pleines, parce que les gens les trouvent très qualitatives et s'inscrivent en permanence. Le budget qu'ils ont pour pouvoir mettre en place ces animations est rachitique. Ça va être extrêmement facile de l'augmenter, extrêmement facile de pouvoir augmenter aussi les effectifs par rapport à ça pour pouvoir pousser à une politique culturelle beaucoup plus saine. Voilà. D'après les chiffres qui nous sont donnés actuellement, le budget d'animation pour la médiathèque de Chambéry, que ce soit le Carré Curial ou que ce soit Georges Brassens, est de 20 000 €. Ouais. 20 000 € pour l'animation, pour quelque chose, c'est ridicule. Voilà, donc si vous voulez le doubler, c'est pareil, ça va être extrêmement simple. On voit ce qu'ils arrivent déjà à faire avec cette somme-là. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils pourront faire avec plus. Mais c'est vrai que ça va au-delà, dans le sens qu'on peut avoir un lien avec les écoles en termes d'éducation populaire. Et actuellement, il y a énormément d'associations. Je pense à la LPO, je pense à d'autres associations écologiques et autres qui pourraient directement intervenir dans les écoles. Et puis c'est là pour le coup, parce que quand je mettais mes enfants à la maison de l'enfance et notamment au Biolay, j'étais membre du bureau, trésorière. On se refait pas. En fait, quelquefois j'aimerais bien d'autres postes, mais c'est vrai que mon métier fait qu'on me propose toujours ce poste-là. Déjà, t'es pas mandataire financier de la campagne, déjà, c'est pas mal. C'est vrai, j'ai échappé, je suis passée par un trou de souris. Il y a Emma qui a pris cette place, c'est une très
très belle personne et qui est très compétente. Non, mais pour la blague, c'est que je travaillais, donc j'étais membre du bureau à la maison de l'enfance du Biolay, et c'est vrai que les dernières politiques font que le lien entre la maison de l'enfance et les écoles, en fait, elles sont de plus en plus difficiles. Alors et je reprends en fait les autres politiques municipales précédentes. Il y avait une réelle volonté grâce à la mairie en fait de créer ces liens, ce qui faisait que la culture en fait venait aussi des maisons de l'enfance, des associations, etc. Et il y avait ce pont et la mairie en fait était toujours acteur en fait majeur parce qu'elle mettait des mots dans les cahiers de maison. Attention, il va y avoir une fête tel jour, la Cité des Arts, il y a une ouverture, Et en fait, c'est ça, c'est que la mairie, en fait, c'est pas de proposer des activités gratuites à gauche et à droite, parce que si on n'est pas au courant, si les enfants dans les écoles ne sont pas au courant, ils n'iront pas. Et c'est ça, en fait, c'est un peu comme l'écologie. En fait, il manque cette passerelle, et les associations, elles sont fortes en compétences pour créer ces passerelles, parce que c'est-à-dire que la maison de l'enfance, si elle sait que par exemple à la Cité des Arts, etc., et qu'on lui facilite et qu'on lui donne le budget pour que les enfants puissent y aller, elle emmènera ses enfants. Et c'est ça cette ouverture, c'est que en fait si on crée des choses comme ça, mais qu'on ne crée pas de lien, j'ai l'exemple aussi qu'on avait mis en place avec la maison de l'enfance du Biolay, avec un projet au niveau des personnes handicapées, notamment mentales, autistes, etc. Et quand la personne est venue nous proposer ce projet parce qu'elle voulait créer justement une passerelle entre les gens normaux, en tout cas qui n'ont pas de handicap, et les autistes qui pouvaient aussi intégrer ces structures, on l'a fait. Mais par contre, on ne peut pas le faire sans formation. En fait, il y a vraiment un lien. C'est-à-dire qu'il faut des passerelles, il faut que les gens soient formés, parce qu'en fait, on ne peut pas arriver comme ça et se dire, voilà, je vais faire ça... Et voilà, donc on a été formés au handicap mental parce que des animateurs ne sont pas forcément capables d'accueillir. Il faut savoir leur parler, il faut savoir les comprendre. On n'a pas le même langage, mais c'est un tout. Et voilà, donc l'éducation populaire, c'est un gros sujet. Mais on ne peut pas dire voilà, j'ai mis 20 000 euros par-ci, 20 000 euros par-là, c'est bon. En fait, c'est bon, ça marche. Non, ça marchera pas. Ouais. Effectivement, il y a un gros travail transversal à faire pour que les acteurs discutent, et il y a un soutien important à avoir aux associations sur des logiques pluriannuelles. C'est-à-dire qu'il faut sortir de logiques où on donne un projet pour un an, que le projet réussisse ou ne réussisse pas, au bout d'un an on passe à autre chose, et ainsi de suite. Il faut essayer de permettre aux associations de pouvoir travailler sur du long terme, qu'elles arrêtent pendant qu'elles sont en train de faire leur projet, de préparer le projet suivant l'année d'après. Donc sortir d'une logique de projet et être dans une logique de fonctionnement plutôt. C'est ça, voilà, parce que on a des acteurs de qualité. Si demain les associations disparaissent de France ou de Chambéry, ce serait une catastrophe. Il faut qu'on soit capable de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions et qu'on puisse leur faire confiance un petit peu. Et elles sont en train de disparaître, Chambéry-le-Haut, ce matin je disais un Facebook d'une personne, il disait voilà, t'as le Nivolet là qui risque d'être supprimé, alors j'y ai travaillé, donc je serais trop triste. Voilà, il y a beaucoup de structures qui sont en train de disparaître. Faut penser qu'il y a 2 maisons de l'enfance sur Chambéry qui ont déjà fermé. Ouais. Il y en a une 3e qui a cet été écrit à la sonnette d'alarme en disant qu'elle risquait de fermer. Voilà, moi j'avoue que la légèreté de la municipalité, on est monté au créneau directement, voilà, c'était la France Insoumise, mais je suis sûr que Chambéry Avenir se sera associé avec nous, voilà, dans la presse, en disant mais on ne peut pas laisser nos maisons de l'enfance fermer les unes après les autres, il va falloir arrêter ce carnage. Et la municipalité a répondu non mais vous inquiétez pas, nous serons toujours là pour les sauver. Mais 6 mois après, il y en a 2 qui ont fermé. Oui, vous êtes toujours là pour. Oui, en fait c'est marrant, mais il dit ça à toutes les assos. Je veux dire, à un moment donné, je veux bien qu'on puisse avoir une mémoire de poisson rouge, mais quand même. En plus, bon, ils n'ont pas eu de bol. L'article, en l'occurrence du Dauphiné Libéré, était bien complet, il reprenait tout l'historique. Donc on se retrouve. Il suffisait de remonter 3 lignes pour comprendre qu'il racontait n'importe quoi. Genre, on a ces associations-là qui rendent un service immense à la collectivité, qui sont aimées par les Chambériens. Je veux dire, les soutenir, mais c'est l'enfance de l'art. Sinon, vous servez à quoi ?
Non, puis en plus, les associations qui soutiennent, et enfin voilà, hein, je le dénonce ici, puisque j'en profite, c'est vraiment, ils soutiennent des associations où il y a des personnes en fait qui les soutiennent électoralement. Et vous le voyez, en fait, toutes les personnes qui ont eu, toutes les associations qui ont eu des dotations qui ont augmenté, vous regardez, hein, je vous laisse en tout cas le vérifier, puisque si vous ne me croyez pas, c'est souvent des personnes, en tout cas, qui les soutiennent électoralement. Et ça, par contre, pour le coup, vous voyez, j'ai tendance à dénoncer ce que fait la droite quelquefois, parce qu'elle n'est pas très honnête aussi, et on peut en revenir sur le fait qu'ils se soient présentés sans étiquette alors qu'ils sont de droite. Mais par contre, là-dessus, la droite n'a pas fait ça. C'est-à-dire que eux, quand ils ont décidé de délaisser les quartiers à l'époque de Dantin, il l'a fait, il n'avait aucun problème à me le dire. Enfin voilà. Donc là-dessus... Genre, on est sur quelque chose où les subventions de la banque alimentaire à Chambéry ont baissé. Genre, on est quand même dans une période où, en parallèle, on parlait du fait que les Restos du Cœur risquaient de fermer parce que, malheureusement, ils avaient tellement des grosses demandes qu'ils étaient en danger. Moi, je me souviens, à ce moment-là, je travaillais pour les députés, d'être intervenu et d'avoir été interpellé aussi parce que la cantine savoyarde était en danger financièrement. Je veux dire, on est sur des structures qui, demain, si elles disparaissent sur Chambéry, on a des milliers de gens qui vont se retrouver, des milliers, je pense peut-être des centaines de personnes qui vont se retrouver directement à la rue. Je veux dire, qui sont déjà des personnes dans une extrême précarité, qui se retrouvent à devoir aller manger, devoir aller faire leurs achats à la banque alimentaire, d'aller partager des repas à la cantine savoyarde. C'est qu'on est sur des gens qui sont vraiment à la limite. Oui, c'est vraiment des associations d'intérêt général. C'est juste, si je peux passer aussi un message au RN, enfin, il n'y a aucun plaisir à mendier, il n'y a aucun plaisir à aller à la banque alimentaire, qu'ils le sachent, hein, tous ces gros fachos, comme ça c'est dit. Enfin voilà, c'est parce que souvent, parce que pour eux, c'est toujours les mêmes qui y vont. Bien sûr. Donc autant le dire. Mais voilà, il n'y a aucun plaisir à aller à la banque alimentaire, c'est-à-dire qu'une maman, en fait, qui va à la banque alimentaire, c'est parce qu'en fait elle veut nourrir ses enfants. D'ailleurs en plus ce qu'on propose c'est pas du caviar, il me semble pas. Enfin voilà, c'est des choses, des pâtes, enfin je pense du pain, de la salade, quelquefois ils arrivent à avoir des choses. Il y a beaucoup de conserves, même si la cantine savoyarde arrive à faire des repas de qualité, chauds. Ils essayent au maximum, mais on a une petite invitée, invitée surprise. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Mais effectivement, moi ça me paraît quelque chose de très transpartisan normalement, enfin ça devrait l'être, d'aider ces associations. C'est pas tolérable qu'on ait ces associations qui sont en danger, qu'on ait des gens qui aient besoin d'aide directement et qu'on laisse tomber. Parce que c'est ce que ça veut dire. Hein. Parce qu'à un moment donné, si ces associations-là n'ont plus d'argent, ne sont plus en capacité de fonctionner, c'est qu'on abandonne des gens derrière. Complètement. Je vais enchaîner. On m'a posé la question, comment est-ce que on fait pour... comment est-ce que vous allez travailler avec les habitants? Comment est-ce que vous allez réussir à mobiliser la population autour d'un projet de vivre ensemble? Vous parliez de passerelle tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens et pour les inclure véritablement dans votre projet politique? Les mairies, déjà, il y a des associations. C'est-à-dire qu'il faut arrêter en fait de snober les associations et de penser en fait qu'ils servent à rien qu'à prendre en fait des subventions. C'est-à-dire qu'une municipalité, elle se doit d'aller dans les associations. Par exemple, moi je prends au Biolay, le centre social du Biolay. Enfin, ils sont capables en tout cas d'attirer énormément en fait de personnes. La maison de l'enfance du Biolay sont capables d'attirer énormément de personnes. Donc il suffit d'aller les voir, d'aller au moment par exemple à la sortie par exemple pour les maisons de l'enfance, au moment où les parents viennent chercher leurs enfants, d'aller discuter. Parce que c'est vrai que les réunions publiques, on le voit, hein, c'est toujours les mêmes qui y vont, c'est toujours les mêmes sujets et on s'ennuie en fait. Moi j'y vais parce que je suis intéressée par la vie publique, mais aussi on a envie de parler aux autres. Et donc en fait c'est dans ces associations que ces gens se retrouvent, mais on peut aussi appeler les personnes, créer aussi de temps en temps un appel. Et puis c'est vrai que
pour le coup, moi, je vais pas me sauver de Chambéry. Hein. C'est que moi, on va me voir. Hein. Enfin, je veux dire, ceux qui auront envie de me parler, s'ils me ratent, c'est qu'ils voulaient pas me voir. C'est eux qui voulaient pas, c'est pas moi. Je vois. Alors, en fait, actuellement, il y a des logiques de participation qui sont mises en avant, mais qui participe ? Bien sûr. C'est des gens qui ont le temps et qui se sentent légitimes à participer. C'est pour ça que moi je rejoins complètement Soraya. En fait, il y a des acteurs sur le terrain qui sont déjà très bons. On a des associations qui font le travail, qui ont une expertise. Donc si vous voulez, par exemple, être sur un projet structurant sur les maisons de l'enfance, la première chose à faire, c'est d'aller voir les maisons de l'enfance. Voilà. Et après, vous allez voir qui sont dans les maisons de l'enfance. Vous allez voir qui travaillent autour des maisons de l'enfance. Par exemple, les écoles qui travaillent avec, et ainsi de suite. Il y a vraiment ce tissu-là qui existe déjà, et dire je vais prendre ma décision tout seul dans mon bureau, et ensuite les quelques citoyens qui ont le temps, l'énergie, la légitimité de participer donneront leur avis, et à la fin, de toute façon, c'est moi qui décide. C'est une mascarade, c'est un théâtre. Ouais. Voilà. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Nous, on a une grosse volonté de transparence, parce que c'est pas seulement réussir à avoir des choses qui sont co-construites avec les gens, qui vont s'appuyer sur des associations, vont s'appuyer sur des connaissances locales, c'est aussi que les gens puissent voir comment les décisions ont été prises, quelles sont les décisions qui sont prises. Parce que actuellement, si vous essayez de suivre un conseil municipal, je vous souhaite bonne chance. Parce que même en ayant de grandes connaissances, même en ayant une très grosse volonté, même en étudiant ça avant, ça va être pas très clair. Et puis c'est barbant. Ouais, et puis c'est barbant. C'est comme quand moi je commence à faire parce que quand on présente en réunion les finances, souvent les gens soufflent. On sait qu'à ce moment-là, dès qu'on commence à parler d'argent, c'est pas que l'argent en fait qui rebute, c'est la manière en fait où on présente. Si on parle de BE, d'EBITDA, de résultats d'exploitation, les gens ils sont là. Je crois que je les perds. Il y a un enjeu de communication, de vulgarisation, de rendre accessibles les choses, etc. Et effectivement, nous c'est quelque chose qu'on veut un maximum faire, c'est faire que l'ensemble des conseils municipaux en fait soient pas juste accessibles sur internet où on peut regarder, mais surtout que en fait, les documents préparatoires soient expliqués, le pourquoi des décisions soient expliqués, parce que une bonne décision l'est aussi quand les gens la comprennent. Oui, bien sûr. Voilà, si vous avez pris la meilleure décision du monde et que personne ne la comprend, c'est que vous n'avez pas pris la meilleure décision du monde. J'ai 3 questions pour finir qui seront peut-être un petit peu plus courtes parce que notamment c'est des sujets parfois qu'on a un petit peu abordés très rapidement. La première, c'est qu'est-ce que la municipalité peut mettre en place concrètement pour lutter contre les discriminations, notamment les violences sexistes et sexuelles, notamment les agressions LGBT-phobes, les agressions islamophobes. Comment est-ce qu'on peut lutter concrètement contre ça ? La formation. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la municipalité est une énorme structure en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a 1200 personnes qui travaillent dans la municipalité. Donc déjà, il y a de la formation à faire en interne. C'est-à-dire comment est-ce que les services fonctionnent, comment est-ce que la violence peut être déjà présente au sein des services. Donc là, effectivement, il y a de la prévention à faire, mais il y a aussi directement à mettre en place des cellules d'alerte qui puissent agir. Je veux dire, voilà, vous pouvez faire toute la prévention que vous voulez. Si vous avez des personnes qui sont violentes ou qui ont des comportements qui sont inacceptables au sein des services, il va falloir tout simplement que ce soit pris en compte. Alors c'est des choses qui existent déjà dans les règles de la fonction publique, il suffit de les appliquer, tout simplement. Ensuite, il y a comment la municipalité se comporter vis-à-vis de la population de façon générale. Et donc là, effectivement, il va y avoir toutes les logiques d'accueil, que ce soit, je pense, dans les services les plus ouverts, du style les médiathèques, le musée, la mairie. Voilà. Et après, il va y avoir les services que je dirais qui peuvent être en aide directe, qui sont un peu plus proches, on dirait plus intimistes, que va être par exemple le CCAS. Qui sont des services qui sont là pour aider la population directement et où... le CCAS, pour les gens qui ne savent pas, c'est le Centre communal d'aide sociale. Ok. Voilà, qui va être là, par exemple, pour aller vers les personnes âgées qui sont en situation d'isolement, pour livrer des repas, pour faire tout un tas d'aides de façon générale. C'est je dirais l'alpha et l'oméga au niveau communal de l'aide sociale. Ok. C'est vrai que l'information est importante, parce que je suis enseignante, c'est vrai qu'on peut avoir aussi des cas
Et c'est vrai que quelquefois, on le voit dans les médias, le harcèlement, quelquefois, ou que ce soit raciste, LGBT, enfin voilà, tous les types d'harcèlement que peuvent subir par exemple nos jeunes. Les enseignants peuvent aussi être démunis. Et c'est vrai que le lycée dans lequel j'enseigne, on nous a formés, en tout cas, et comme dit Gaëlle, il y a des lois, il y a des choses qui existent, mais c'est, vous voyez, ça va être peut-être notre ligne rouge de ce podcast, c'est les passerelles. C'est-à-dire que voilà, je suis enseignante, j'observe en tout cas des choses, ouais. Qu'est-ce que je fais ? Et en fait, voilà, il y a des lois qui permettent de signaler, etc. Et c'est ça, c'est qu'il faut que les gens soient au courant de comment ils peuvent pallier, comment pouvoir aider les gens, et comment utiliser la loi pour finalement les aider. Parce que c'est pas normal en fait aujourd'hui qu'il y ait des gens en fait qui se suicident, qui se fassent insulter, qui se fassent tuer parce que voilà. On a en fait une ambition assez forte à ce sujet-là, et la plus belle façon, la plus simple façon de le dire, c'est qu'en fait on veut qu'il y ait un adjoint qui soit spécifique directement sur les discriminations. Alors, LGBTphobe, mais pas que, discrimination pour des raisons de couleur de peau, pour des raisons de religion, quelle qu'elle soit, pour qu'ils puissent porter ça déjà au sein de la municipalité, mais même au-delà, sur l'ensemble de la ville. C'est-à-dire que le fait d'avoir quelqu'un dont ça va être la mission et le mandat pendant les 6 ans directement, ça va nous permettre d'avancer sur le sujet. Voilà, il y a déjà des associations qui font un excellent travail sur Chambéry, il y a déjà des services au sein de la municipalité qui sont en avance. Tout à l'heure j'ai parlé de la médiathèque, par exemple, je sais qu'ils ont un fonds important de textes directement, de littérature, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer à avancer. Et par exemple, il y a une formation importante à faire au niveau de la police municipale. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. C'est qu'on est sur, on va dire, les endroits où les gens qui normalement peuvent être en support, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit sain, qui soit mis en place. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la volonté soit poussée jusqu'au bout. Par exemple, sur Chambéry, il y a eu une volonté de mettre en place des commerces et même des administrations sur lesquelles, si vous vous sentez en danger, vous puissiez tout simplement vous y rendre pour être mis en sécurité. L'idée est excellente. Très sincèrement, je ne peux que être pour. Sauf que le personnel municipal s'est retrouvé devant la situation de se dire très bien, imaginons que demain j'ai quelqu'un qui vient de me voir, il y a une forme de mot de passe si vous voulez pour annoncer ça. Bon, je la mets en protection où ? On n'a pas de locaux qui sont prévus pour. Et comment je m'en occupe ? On n'a pas été formé pour. Et aucune formation n'a été donnée depuis. Rien n'a été pensé pour ça. Alors, trouver toujours des locaux, surtout si vous décidez d'avoir plein de lieux différents, c'est toujours compliqué. Je pense aussi particulièrement dans les commerces. Mais mettre en place un petit peu de formation, mettre en place comment est-ce qu'on peut comment on peut gérer ça, comment est-ce qu'on peut être en lien justement avec d'autres acteurs, que ce soit des acteurs associatifs, que ce soit des acteurs sociaux, ou même que ce soit potentiellement la police municipale pour pouvoir intervenir, ça me paraît un peu la base. Et pour l'instant, la base n'y est pas. Donc c'est arrêter de faire obligatoirement de l'affichage, mais essayer de faire du travail de fond pour avoir des solutions qui permettent d'avancer. Parce que on est dans une société profondément discriminante. On a une montée du racisme, de la LGBTphobie qui est désastreuse. On a des camps politiques qui font ça merveilleusement bien. On a besoin de faire quelque chose et on a besoin d'arrêter d'agiter des paillettes. C'est-à-dire qu'il faut des choses qui soient opérationnelles, qui fonctionnent, les gens savent comment ça marche, comment agir, et en lien avec les associations pour que ce soit diffusé directement dans la population, pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, parce que c'est bien de mettre des stickers. Si les gens derrière sont pas formés, si on ne sait même pas comment agir, on a des agents municipaux qui sont volontaires, qui veulent le faire, mais qui sont c'est bien, on a mis un sticker, mais on n'a pas été formé. Si jamais ça arrive, je ne sais pas comment faire. Bien sûr. C'est ça. J'ai une question qui est finalement assez reliée, c'est comment est-ce qu'on lutte contre les violences spécifiquement faites aux enfants. Notamment, on sait qu'il y a des gros problèmes de violence intrafamiliale. On parle d'un enfant sur 3, de 3 enfants par classe, qui seraient concernés. 10%, c'est énorme. Est-ce que la municipalité a des leviers d'action par rapport à ça ? Alors, il y a effectivement un rapport de la Civise qui est sorti au niveau parlementaire,
que j'invite tout le monde à lire. Je leur demanderai juste avant d'être de bonne humeur parce qu'il est extrêmement dur à suivre. Et effectivement, 10% des enfants vont subir des violences sexuelles, de l'inceste, de la pédophilie, et c'est réparti dans toutes les classes de la population équitablement. C'est un fléau contre lequel actuellement nous sommes désœuvrés, nous n'arrivons pas à avancer. Pour l'instant, la seule solution qui a été mise en avant, c'est les cours de consentement aux enfants pour qu'ils puissent dénoncer ce qui se passe, pour qu'ils puissent nous permettre, au niveau des acteurs, d'agir. Ou, pour moi, il y a quelque chose de très important à faire, c'est dans les logiques d'alerte. C'est-à-dire qu'actuellement, malheureusement, je pense beaucoup à l'éducation nationale en disant ça, il y a des logiques de pas de vague. C'est-à-dire que quand on voit des signaux d'alerte, quand il y a des problèmes, l'administration a tendance à les mettre sous le tapis et on ne peut pas mettre sous le tapis des logiques de violence sexuelle, des logiques d'inceste sur des enfants. C'est quelque chose qui n'est absolument pas acceptable. On a actuellement en plus des choses au niveau international qui nous reviennent avec l'affaire Epstein, qui n'est pas si international que ça puisque il passait 50% de son temps en France. Ouais. Là, il y a des volontés de commissions parlementaires d'enquête qui sont portées par la France Insoumise, que moi je peux que soutenir, parce que si on ne fait pas la lumière sur des trafics d'enfants, sur la traite d'êtres humains, c'est qu'on a perdu notre humanité. Donc maintenant, comment on fait en tant que commune pour gérer ça? Et là, on va revenir à former des gens et surtout soutenir les associations. Parce qu'en réalité, c'est elles qui font le plus gros du travail. Je veux dire, en tant que commune, nous, il faut qu'on avance et qu'on pousse un maximum les logiques de pas de vague. C'est-à-dire que s'il y a un problème, qu'on le prenne à bras le corps et qu'on ne le mette pas sous le tapis. C'est ça, parce que l'omerta, en fait, c'est le pire. Parce que c'est vrai que, je parle de l'enseignement, parce que c'est vrai que c'est les enseignants qui sont en contact avec ces enfants. Donc c'est vrai que si on voit qu'il y a un enfant qui a un comportement bizarre, de dire à l'enseignant qu'il a des possibilités. Déjà, il peut discuter avec l'élève. On nous apprend que en fait, c'est l'élève qui parle, c'est pas nous qui parlons, qui lui posons pas de questions. En fait, on n'est pas là en fait pour le guider ou lui faire dire des choses. Donc en fait, quand l'enfant en fait est prêt à nous parler, et en fait, on est là, on écoute. À la limite, on bouge la tête parce que c'est aussi ça qui est important, c'est de se dire que quand on recueille la parole d'un enfant, c'est pas à moi qui lui dis alors finalement il a fait ça, parce que les enfants ils peuvent aussi extrapoler. Donc en fait c'est de dire qu'à un moment j'ai recueilli la parole d'un enfant, je l'ai transmis à qui de droit, parce que les enseignants, les personnes qui travaillent dans des associations, ils sont pas policiers. Bien sûr. C'est hyper lourd, mais c'est aussi de leur apprendre comment on fait. Et puis c'est vrai qu'eux ils le voient, parce que si un enfant change de comportement du jour au lendemain, on le voit. Quand je vois que mes élèves sont absents 2-3 jours, je le vois. Je fais, il est où ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vu, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est vrai, on est comme ça, on est pire que des parents. Et c'est ça aussi qui est hyper important. Et il faut les former, il faut former les gens, qu'ils soient dans les associations, de leur dire ça existe. Ouais. C'est vrai que c'est difficile à entendre quand j'ai eu cette formation-là. Je suis sortie de la formation, j'étais HS, mais vraiment. Ouais, j'imagine. Donc Donc c'est un sujet qui est hyper difficile, mais en tout cas il faut continuer. On ne peut pas laisser l'omerta continuer. Non. Je veux dire, on a les chiffres, on sait tout. Il n'y a pas longtemps, il y a eu l'affaire Betarab qui a fait du remous médiatique. Tout le monde savait. Bien sûr. Quand on commence à creuser, on se rend compte que ce qui a permis à la perpétuation, c'est l'omerta. Je veux dire, en tant que commune, notre travail, c'est d'empêcher les logiques d'omerta de se mettre en place, d'être en soutien, d'aider les associations, parce que malheureusement, je vois pas d'autre solution. J'aurais une baguette magique, je la prendrais bien. Mais pour moi, c'est vers ça qu'il faut aller, et c'est comme ça qu'on pourra essayer de sortir de cette horreur. J'ai pas d'autre mot, quoi. Complètement. J'ai une dernière question plus légère, promis. Merci. Chambéry est une ville vivante, Chambéry est une ville étudiante, Chambéry est une ville qui bouge le soir. Est-ce qu'on peut avoir plus de bus le soir, s'il vous plaît? Oui. L'une des raisons, en fait, que l'on souhaite passer en régie publique, c'est parce qu'à partir du moment où vous êtes en régie publique,
vous avez un contrôle sur la façon dont se passe l'ensemble des services. Alors que quand vous le confiez au privé, chaque bus que vous voulez rajouter, chaque ligne que vous voulez modifier, vous allez la payer, et vous allez la payer très cher. C'est l'une des façons, disons, effectivement, de faire beaucoup d'argent. Bon, déjà, je vous ai dit qu'effectivement, vous ne trouvez ça pas acceptable, mais qu'est-ce que ça veut dire des bus le soir? Ça veut dire des gens qui pourront rentrer de soirée, alcoolisés, parce que ce montant pas, les étudiants, ils font ça très bien, voilà, sans avoir besoin de prendre la voiture. Et on va limiter les problèmes directement d'accidents, les drames qui vont se passer, et on va permettre aussi aux gens de pouvoir plus facilement sortir. Bien sûr, voilà. Tu parlais d'accès à la culture tout à l'heure. L'accès à la culture. Moi, j'habite à Challes-les-Eaux, les spectacles qui sont dans le centre-ville, la plupart du temps, je peux pas. Oui, le théâtre, Charles Dulin, quand t'as fini, quand la pièce de théâtre est terminée, il n'y a plus de bus. C'est terminé. Voilà, pour moi, effectivement, il y a cette volonté-là. Alors après, il va falloir voir quelle ligne, comment, et ainsi de suite, quel cadençage. Mais effectivement, il y a vraiment quelque chose à mettre en place. Parce que, on parlait tout à l'heure d'écologie, mais si on veut que les gens prennent moins la voiture, il faut qu'un bus existe. Je dirais, parce que là, à la fois, on gagne sur la sécurité. Vous êtes alcoolisé, vous rentrez quand même, parce que le chauffeur de bus, il vous emmène. Voilà. Et en même temps, vous gagnez sur le fait que il y a moins de voitures en ville, vous avez quelque chose de plus sain, et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu les logiques transversales qu'on voulait pousser. Et j'ai toujours du mal avec ces logiques qui, en fait, pénalisent à la fois le commerce, parce qu'en fait, les gens ne peuvent plus aller en ville, et pénalisent tous les gens qui n'habitent pas au centre-ville. Bien sûr. Voilà, peut-être que c'est parce que je n'utilise pas massivement la voiture, mais j'ai l'impression que nos élus pensent que tout le monde a une voiture individuelle et peut tranquillement la prendre. Non, c'est pas le cas. Il faut penser, et il faut même penser votre ville pour les gens qui n'en ont pas. Pour des gens parce qu'ils sont trop âgés, parce qu'ils ont un handicap, parce qu'ils n'ont pas passé le permis, voilà, ou parce qu'ils sont trop jeunes, n'ont pas ce genre de choses. Et c'est pour ça que ça sert les services publics. Voilà. Et après, si les personnes qui sont en situation de prendre leur voiture en profitent pour ne pas la prendre, parce que vous avez mis en place un service public de qualité, parce que pour eux c'est plus pratique, parce que tout ça, c'est que vous avez réussi à remplir vos missions. Voilà. Et donc oui, on a des bus le soir, oui, c'est une très bonne chose. On va pas se mentir. Je veux dire, actuellement, on a très très peu de bus. Voilà, moi j'aurais une tendance effectivement à avoir des bus plus tard, pour pouvoir en fait tout simplement avoir des bus pour les personnes qui font les fermetures des bars. Ouais. Parce que c'est les personnes qui sont les plus alcoolisées, souvent. Oui. Donc, et qui vont être les plus dangereuses. Donc c'est les personnes que je veux voir dans les bus. Voilà, tout simplement. Très bien, et merci beaucoup. Je remercie aussi les internautes qui nous ont envoyé des questions très gentiment. Merci et à toi. Merci à vous deux pour ce petit moment passé ensemble. Pour cette invitation. Et voilà.